TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour ensemble faire le tour d'horizon de l'actualité. Au sommaire, nous allons vivre l'hommage rendu à Fambaré Ouattara Nachamba, ancien président de l'Assemblée nationale de 2000 à 2005. L'homme politique a rendu l'âme le 15 octobre dernier. Nous serons dans cette édition à la cour d'honneur de l'Assemblée nationale avec Augustin Kossi pour la séance spéciale. Au sommaire également, le Togo et sa vision de développement pour les années à venir. Le pays définit déjà ses ambitions et s'offre les moyens de sa politique. Mais comment? Les réponses dans ce journal. Et puis enfin, nous allons aussi méditer quelques dizaines de chapelets avec les chrétiens catholiques, histoire de mieux comprendre cette dévotion à la Vierge Marie. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Le Togo, oui, le pays pleure un fils, une personnalité, un homme politique, un juriste, un universitaire, Fambaré Ouattara Nachamba, décédé le 15 octobre dernier. L'Assemblée nationale lui a rendu aujourd'hui un hommage ultime en qualité d'ancien président de l'institution de 2000 à 2005. Une séance plénière spéciale à la cour d'honneur. Le déroulé de la cérémonie avec Augustin Kossi. C'est une séance plénière spéciale et consacrée aux honneurs funèbres officiels de celui qui fut président de l'Assemblée nationale de 2000 à 2005, Ouattara Fambaré Nachamba. À la cour d'honneur de l'institution, le moment est solennel et l'émotion vive. D'un côté, les élus du peuple, reconnaissables à leurs échappes, de l'autre, des présidents des institutions de la République, des anciens présidents du Parlement et bien d'autres personnalités unies à la famille. Tous debout pour accueillir le cortège funèbre. La minute de silence s'impose. La nation honore la mémoire de feu Ouattara Fambaré Nachamba, commandeur de l'ordre du Mounou. Au pied de sa dépouille mortelle, dans un recueillement, Tchegan Yawadik Bodi fait le devoir de mémoire. Des honneurs officiels rendus conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi organique déterminant le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Fambaré Ouattara s'en est allé le 15 octobre dernier. L'hommage de ce jour nous offre l'occasion
de saluer la mémoire et l'œuvre de cette personnalité forte et engagée qu'a été M. Ouattara Fambaré Nachaba. Le 6 février 1994, il est élu député du Rassemblement du peuple togolais, RPT, dans la 3e circonscription électorale de Loti pour la première fois. Mû par une certaine idée du service public, il s'est montré un réformateur dans l'âme partout où il a exercé de hautes responsabilités. Il a prouvé notamment comme professeur à l'université, il a prouvé comme ministre, il a prouvé en tant que président de l'Assemblée nationale. Orateur d'exception, Ouattara Fambaré Nachaba se fait vite remarquer par une irremplaçable et profonde conviction. Son implication dans la vie politique nationale, marquée du sceau des batailles politiques difficiles, a fait de lui ce parlementaire actif, apprécié pour sa solidité et sa ténacité. Tel fut Ouattara Fambaré Nachaba. En résumé, son parcours pourrait être illustré par cette pensée de Victor Hugo dans les hommages à Honoré de Balzac, je cite, « Les grands hommes font leur propre piédestal, l'avenir se charge de la statue. » Fin de citation. Une voix chaude au timbre brûlé s'est éteinte, laissant dans son sillage un parfum de combat pour la République. Permettez-moi en ce moment d'émotion intense de réitérer l'expression de ma profonde compassion et les condoléances émues de toute la représentation nationale à la famille éplorée. Puisse l'âme de l'illustre disparu trouver la paix du dernier sommeil. Un sommeil sans fin où il vivra l'autre vie. Des expressions de compassion à la famille, Ouattara Fambaré, à 75 ans, entre dans la félicité éternelle en laissant derrière lui 5 progénitures. Connu pour son éloquence, son sens s'est levé du devoir. L'homme d'État Fambaré Ouattara Nachaba aura tout simplement marqué sa génération et celle d'après. Ce soir avec Lucas Sy, nous vous proposons le parcours de l'homme. Regardez. L'Assemblée nationale salue la mémoire et l'œuvre de Ouattara Fambaré Nachaba, une institution qu'il a dirigée de l'an 2000 à 2005. Pour mieux connaître l'homme, remontons à 1977 où il fit son entrée dans les arcanes de l'État en tant que directeur de cabinet du feu président de la République, Eyadema Gnassingbé, poste qu'il occupe jusqu'à 1981. Sur la même période, il présidait la Commission nationale des marchés publics. Membre du comité national chargé de rédiger le test de la Constitution togolaise, membre de la commission de spécialité de la faculté de droit de Poitiers, vice-président de la commission nationale chargée de l'étude des rapports avec le FMI, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Fambaré Ouattara Nachaba a occupé divers postes. En février 1994, il est élu député à l'Assemblée nationale pour la première fois. Ce fut le début d'une longue expérience parlementaire pour l'homme. Réélu en mars 1999, il fut d'abord vice-président avant d'être élu président de cette institution en septembre 2000. En septembre 2002, ses pairs lui renouvellent leur confiance à ce poste. Orateur d'exception, l'on se souvient encore de son discours à l'investiture du gouvernement de Kofi Sama en 2003. Vice-président du comité interparlementaire de l'UMOA,
membre du comité exécutif de l'Union interparlementaire, membre du bureau exécutif de l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE, membre du Parlement panafricain, Ouattara Fambaré Nachaba l'a été. Ses anciens collaborateurs et compagnons d'hier se souviennent d'un formateur, d'un dévoué au travail et d'un homme d'État. Je fus son directeur de cabinet de 2000 à 2005 et je crois que c'est un homme d'État plein de talent. Je vis encore les moments passés avec lui. Cet homme qui s'est battu pour l'enracinement de la démocratie dans ce pays. Je le voyais encore en 2002 quand on était au Parlement de l'Union européenne défendant la cause de notre pays. Spécialement, surtout pour moi, Nachaba a été un formateur. C'est lui qui m'a formé. Et quand j'ai eu l'honneur de diriger l'Assemblée nationale, je vous assure, ça n'a pas été difficile pour moi. Nachaba, il a marqué de son sceau particulier l'histoire politique de notre pays. Toute la classe politique connaît Fambaré Nachaba. En tant que président de l'Assemblée nationale aussi, il a marqué son passage en faisant remarquer que l'Assemblée nationale est une institution de la République. Son implication dans la vie politique nationale n'est plus à démontrer. Commandeur de l'ordre du Mono, le natif de Gando est juriste, professeur de droit public à l'université de Lomé. Ouattara Fambaré Nachaba a à son actif plusieurs travaux de recherche dont le dernier porte sur l'observation des élections. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH de Togo a eu une séance de sensibilisation à l'endroit des jeunes sur les droits économiques, sociaux et culturels. La rencontre s'est déroulée hier à Daparan dans la région des Savanes. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Tchazina Baga. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH sensibilise ici les jeunes des comités villageois de développement CVD et des comités de développement de quartier CDQ, les responsables des organisations de défense des droits de l'homme, les leaders d'opinion ainsi que les membres des comités locaux de paix de la région des Savanes sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il s'agit d'une catégorie de droits dits de deuxième génération, le plus souvent occultés. La plupart du temps, on se focalise surtout sur les droits civils et politiques, alors que cette catégorie de droits, les droits économiques, sociaux, culturels également, sont très importants. C'est pour cela que nous avons décidé de sensibiliser la population par rapport à ces droits-là, surtout que nous sommes dans une période assez sensible liée à la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a des répercussions sérieuses sur les activités de la population. Voilà pourquoi les travaux portent sur l'impact du coronavirus sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Il est également prévu un partage des diverses initiatives en matière des droits économiques, sociaux et culturels pour la consolidation de la paix durant la période de crise sanitaire liée au Covid-19. C'est la non-jouissance des droits qui engendre les violences. Donc, après cette sensibilisation, nous irons faire une restitution et après nous allons dupliquer l'information auprès de la population en organisant aussi des séances de sensibilisation pour que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire et pour que la paix règne vraiment dans notre localité. Pour sortir de cette sensibilisation, je ferai la même chose en organisant des séances de sensibilisation au sein de ma communauté. Partager les acquis aux autres. Je crois que cela nous permettra d'abord de comprendre ce que c'est que les droits économiques, les droits sociaux et culturels que nous allons partager, comment jouir de ces droits.
Les droits économiques, sociaux et culturels englobent le droit à l'éducation, à la santé, au travail décent, à l'alimentation, à l'eau et au logement. Par cette sensibilisation, la CNDH veut éviter que la non prise en compte de ces droits en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus qui vient exacerber la vulnérabilité des couches défavorisées de la société ne débouche sur des conflits violents. Les assises se situent dans le contexte de la célébration de la Journée internationale de la paix autour du thème « La jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, facteur de consolidation de la paix en période de Covid-19 ». La suite de votre édition. À présent, le Togo pense déjà à la relance des activités économiques avec un taux de croissance estimé à 4,7% pour 2021. Ce plan de relance est prévu pour les 2 ans à venir. Les moyens pour y arriver. Dans ce dossier signé, Estelle Aclé. Le Togo projette atteindre 5,8% de croissance du PIB en 2023. Le taux d'inflation passerait de 1,7% l'an prochain à 2% en 2022, puis à 1,9% en 2023. Le Covid-19 ayant largement englouti les perspectives de croissance pour 2020, le Togo prévoit un rebond avec une croissance de 4,7% en 2021. Le pays prévoit également des recettes budgétaires à 842,9 milliards de francs CFA pour 2021, soit 2,7% de moins que 2019. Lomé anticipe aussi les rentrées fiscales qui passeront à 887,7 milliards de francs CFA en 2022 à 903,5 milliards de francs CFA en 2023. Par ailleurs, les ressources de trésorerie vont croître de 2,6%, passant de 657,2 milliards de francs CFA cette année à 674,5 milliards de francs CFA en 2021. On note tout de même une contraction graduelle à l'horizon 2023 avec 618,7 milliards de francs CFA, soit près de 40 milliards de moins cette année. Les mesures prises pour contrer le Covid-19 au Togo ont affecté environ 62% des emplois selon un rapport de la Banque mondiale. L'étude de l'institution de Bretton Woods indique que le secteur des services est le plus affecté, avec 49% des emplois. Un défi pour le Togo, dont l'économie est principalement tertiaire avec le secteur des services, qui est le principal moteur de la croissance du pays. Dans la foulée, le gouvernement togolais a mis en place des mécanismes d'allègement fiscaux dans les secteurs les plus touchés. À l'Assemblée nationale, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023 fait actuellement objet de discussion. Il s'agit d'un cadre prévisionnel de 3 ans qui détaille notamment les recettes et dépenses budgétaires du pays. Le test permettra entre autres de définir le budget de l'année prochaine. Nous effectuons à présent une visite de terrain avec Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge du développement à la base. Dans le Vaud, elle a réceptionné un lycée pour le compte de la localité de Ougba. Le récit avec Augustin Kossi. C'est une démarche qui entend assurer aux apprenants de meilleures conditions d'accueil à la rentrée prochaine. La ministre du développement à la base est présente ici au lycée de Ougba, dans la commune de Vaud 1, pour la remise officielle d'un bâtiment scolaire, une infrastructure socio-éducative équipée et des kits scolaires. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fort Essozinam Nyansibé, pour ce grand joyau qu'il nous a offert. Avant, quand il pleuvait, il y a des gouttelettes d'eau qui nous frappent dans les classes. Avant, nous assions 3 par banc même. Grâce à cette opportunité, nous pouvons même nous asseoir 1 par banc. Parce que là, nous avons assez de bancs. Nos mots vont spécialement au chef de l'État. Cela va faciliter la rentrée pour nous. Surtout que le problème d'infrastructure se pose avec acuité dans notre établissement. L'ouvrage a été réalisé par l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Pour elle, la démarche répond à un besoin, faire de l'éducation un puissant vecteur du développement. Pour le ministre Myriam Dossou d'Almeida, l'engagement est déjà pris au niveau du gouvernement. Le financement par l'État de ces ouvrages socio-éducatifs réalisés ici à Ougba est estimé à près de 30 millions de francs CFA. Il constitue
l'une des actions du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires et dénote l'engagement de l'État à soutenir toutes les communautés, à promouvoir l'éducation et à réduire les inégalités dans notre pays. En ce moment de crise sanitaire marqué par la pandémie à coronavirus, qui pour l'heure n'a aucun remède, je vous exhorte tous à plus de discipline et au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Des interventions qui ont déjà permis la construction de la maison des jeunes ici, dans la commune de Vaux-1. La ministre est allée visiter cette infrastructure, le temps d'échanger avec les jeunes, recueillir leurs préoccupations et surtout la manière dont ils envisagent l'usage de ce centre socio-culturel. Dans le plateau, d'autres projets de filets sociaux et services de base sont également en cours de réalisation pour assurer un meilleur développement à la base. Dans le sujet qui va suivre, Sylvain Abdou nous fait le point des travaux avec tous les acteurs engagés. Reportage. Kolonyame, dans le canton d'Atchavé, dans la préfecture de Hao. Ici est construite une nouvelle infrastructure, une unité de soins périphériques pour renforcer la capacité opérationnelle et les actions en matière de santé. Cette unité est désormais dotée de latrines et de forages photovoltaïques pour mieux assurer le fonctionnement de l'USP, au sein de laquelle est intégrée aujourd'hui une maternité destinée à soulager la peine des femmes enceintes qui jadis effectuaient de longues distances pour des consultations prénatales. Avant là, on souffrait beaucoup. Problème d'eau dans le centre, mais maintenant là, on est tellement à l'aise. C'est une satisfaction pour nous d'avoir aujourd'hui ce bâtiment qui va permettre donc le développement de notre canton, de notre village, de notre aire sanitaire. Puisque initialement, les gens pour accoucher doivent se déplacer jusqu'à Notien, qui fait 12-13 km d'ici. Et sur ce, des fois les complications font qu'il y a des pertes en vies humaines. Mais aujourd'hui, avec l'ouvrage qu'on a, ça nous permettra de pouvoir résoudre ce problème. Ce village bénéficiaire a été sélectionné dans le contexte du projet Filets sociaux et services de base, un projet pour renforcer l'accès aux infrastructures socio-économiques, l'une des composantes du dit projet. L'ouvrage a été réalisé à travers un micro-projet identifié par la communauté elle-même. Plusieurs localités sont donc bénéficiaires et chaque localité avec son besoin prioritaire identique à son milieu. Ici par exemple, à Agbédougbé, dans le canton de Djéméni, c'est un bâtiment scolaire qui a été le besoin exprimé. Ceci pour remplacer cet apatam de fortune et mettre les apprenants dans de bonnes conditions de travail. On a cherché ce bâtiment pour que je suis en joie. Grâce à ce bâtiment, il y en aura assez de développement dans notre communauté. 200 ouvrages vont être réalisés au plan national par la NADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, dans le contexte du projet FSB. Dans les plateaux, 41 sont réalisés, dont 17 déjà réceptionnés, 11 actuellement programmés pour la réception et 13 en cours de réalisation. Aujourd'hui, c'est des nouveaux ouvrages qui vont abriter et les élèves pour ceux qui vont bénéficier des bâtiments scolaires et au niveau des centres de santé, des bâtiments réhabilités qui vont accueillir les malades pour les populations vulnérables. C'est un sentiment de joie qui nous anime et nous sommes sûrs, et d'ici 6 semaines, presque tous les 41 ouvrages dont bénéficie la région des Plateaux dans le cadre de la mise en œuvre du projet FSB sera réceptionné provisoirement. La descente sur ce terrain de cette équipe est de s'assurer des prescriptions techniques et du cahier de charges de chaque entreprise et vérifier surtout l'exactitude et de la mise en œuvre des ouvrages en vue de leur réception technique. Dans le reste de l'actualité, l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, refait peau neuve au niveau de son instance dirigeante. Le bureau de 7 membres est dirigé désormais par Fabrice Pétiesi. Le récit de l'Assemblée élective et le projet du nouveau président avec Ulrich Amega, commentaire et Liagba Nyandao. Après 2 mandats, passé à la tête de cette organisation d'autorégulation des médias, MEECB cède sa place à Fabrice Pétiesi. Élu à la tête d'un bureau de 7 membres et à l'unanimité par les différentes organisations professionnelles, ce nouveau bureau va continuer d'œuvrer à faire respecter l'éthique et la déontologie du métier de journaliste au Togo. Le premier chantier, c'est d'essayer de nous inscrire dans la logique de nos prédécesseurs,
qui se sont battus sans relâche pour pouvoir relever le niveau de la presse togolaise par des échanges avec les confrères sur les dispositions qui régissent notre profession. Il y a un autre élément très important en ce qui concerne la presse togolaise, surtout au niveau du privé, la question de confraternité. Je crois que c'est un autre chantier également qui a retenu l'attention de tous mes prédécesseurs à la tête de l'OTM. Et c'est un élément sur lequel nous reviendrons encore au cours de ces 2 ans. Et nous comptons sur la compréhension et également la complicité des uns et des autres pour pouvoir relever tous ces chantiers-là. Actuellement, nous traversons une situation particulière caractérisée par la crise sanitaire et naturellement, on ne peut pas dire que la presse est exempte en ce qui concerne les conséquences liées à cette crise-là. Donc c'est un élément également qui va nous intéresser au cours de ce mandat. Défendre la liberté de presse, protéger le droit public à une information libre, complète, honnête et exacte, c'est ce à quoi les représentants du ministre de la Communication, des médias et du président de la HAC ont exhorté le nouveau bureau. Ils ont réitéré la volonté de leurs institutions à les accompagner dans leur engagement pour un paysage médiatique togolais plus crédible. Un mois présent sur la 2e édition du Salon Feurine, une plateforme digitale dédiée à la promotion des investissements, de l'entrepreneuriat et du partage d'expériences. L'événement cette année met l'homme au centre des activités. Reportage Lucassi. C'est un creuset de promotion des investissements, de l'entrepreneuriat et de la facilitation des échanges. Le Salon Feurine s'inscrit de plein pied dans le digital. L'acte 2 de cet événement qui se tient totalement en ligne donne de nouvelles opportunités d'affaires et de nouveaux marchés aux jeunes entrepreneurs et investisseurs nationaux comme internationaux. Partage d'expériences, formation, showroom, plusieurs activités sont au programme. Nous avons prévu des conférences et des panels avec des thèmes et des sujets variés découlant de la thématique principale de cette année qui est l'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable. Donc nous aurons des thématiques comme en quoi cela est-il important d'investir dans le capital humain. Nous aurons des thématiques comme la transformation digitale, quelle est l'importance ou les défis à relever sur le continent. Nous aurons des thématiques comme la consommation locale, sa promotion, quels sont les défis et les différentes stratégies mises en œuvre pour pouvoir en faire la promotion. Nous avons des ateliers relatifs à la décentralisation et nous avons mis à disposition un certain nombre de conditions pour pouvoir soutenir ou à rendre plus accessible la connexion, la connectivité, afin que nos participants puissent les suivre. Et ensuite, nous aurons également le grand concours Tifertile qui a pour but d'encourager et de promouvoir l'entrepreneuriat encore. Et nous aurons 3 grandes catégories. Nous avons la première catégorie qui est celle du meilleur entrepreneur, c'est-à-dire du meilleur projet entrepreneurial. La deuxième catégorie, c'est un prix féminin, c'est-à-dire au meilleur projet entrepreneurial féminin. La vision est de faire du Togo un hub d'investissement par excellence dans la sous-région. Un objectif qui répond aux ambitions du gouvernement dans la perspective du Plan national de développement PND. Le développement humain d'abord, parce que c'est important, il faut investir sur l'humain. Il faut faire en sorte que nous ayons les ressources humaines capables de supporter, de porter le développement de nos États. Uniquement en ayant une croissance économique qu'on arrive un peu à impulser le développement dans nos différents États. C'est des thématiques qui cadrent bien avec les priorités d'engagement du PNUD au Togo. Nous travaillons sur les questions de développement durable. Nous sommes là pour travailler avec le gouvernement sur la mise en œuvre du PND, sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Sont attendus à ce salon en ligne du 22 au 23 octobre de ce mois plus de 10 000 internautes à travers le monde. L'initiative est promue par l'association Terreau Fertile. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus. À ce jour du vendredi 23 octobre 2020, et la situation au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2162, 23 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1586, 12 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 524 et le nombre de décès est de 52. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Niji Yawa.
À vos chapelets, à présent pour l'Ave Maria, comme les chrétiens catholiques en cette période du mois d'octobre dédiée à la Vierge Marie, une dévotion que les chrétiens vivent avec foi avant la fin du mois dédié à Marie. Comprenons ensemble la prière du rosaire chez les catholiques. Un dossier signé Isidore Amadoto Solange Amander ici à Bidé Simbi. Cantique qui véhicule des messages. Message adressé à Marie, mère de Jésus. Le moment est particulier et tous les fidèles chrétiens catholiques s'y soumettent pour avoir la faveur de la Sainte Vierge en ce mois saint. C'est le rosaire. Qu'est-ce que le rosaire? C'est une prière simple. La prière des enfants, la prière de ceux qui aiment Marie et se considèrent comme des enfants pour Marie. Le rosaire est composé d'un ensemble de louanges adressées à la Vierge Marie. C'est un rendez-vous annuel que les fidèles catholiques ne manquent jamais. Le mois du rosaire, même sous fond de menace de Covid-19, Barthélemy y est allé avec bien sûr des intentions de prière. En récitant cette prière, ça nous ressource, ça nous donne la force. Et en tant qu'un chrétien, cette prière, c'est eau de vie pour nous. Tout comme lui, ils sont nombreux, jeunes comme adultes, à se soumettre à ce rituel. Nous, on n'adore pas la Vierge Marie, parce que nous savons bien que ce n'est pas la Vierge Marie que nous avons eu un sauveur et qui nous sauve. Quand tu arrives dans une maison et qu'il y a un problème entre ton fils, c'est la maman qui résout cela. Et nous, on ne peut jamais rejeter la Vierge Marie. Et on ne l'adore pas. C'est du respect que nous donnons à la Vierge Marie. Le rosaire est une multitude de roses de prières envoyées à la Vierge Marie et qui retrace les épisodes importants de la vie de Jésus, le sauveur de l'humanité. Ça, c'est l'ensemble des mystères. Il y a les 4 mystères réunis ici. Et l'ensemble, on l'appelle le rosaire. Vous voyez, un chapelet est composé de 5 mystères. Donc de 5 dizaines, 5 dizainiers. 10, 5 fois, ça fait un mystère. La méditation sur un mystère. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 4. Et ici, on a réuni les 4 mystères et l'ensemble constitue ce qu'on appelle le rosaire. Donc il y a les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux et enfin les mystères lumineux. Le mois d'octobre, c'est donc un mois saint qui ouvre désormais la voie au pèlerinage catholique. Cette note avant de refermer cette édition, vous suivrez juste après ce journal un documentaire sur la digitalisation en cours à la douane du port autonome de Lomé, une transformation numérique qui se fait dans la célérité par une fluidité des activités portuaires. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Thank you.